Bonjour tout le monde, bienvenue en ce jeudi 19 juillet 2023 pour l'épisode 10. L'épisode 10 de Ça sera dans l'examen. J'ai un petit correctif à faire avant de parler de la biologie de la terraformation. Ça va être... c'est un petit correctif là, une petite erreur que j'ai faite dans un épisode précédent. Donc, sans plus tarder, on va aller voir. On va aller voir le petit correctif. C'est à propos du système des étoiles doubles. Je pense que c'est épisode 7 ou quelque chose comme ça. Bref, suivez la série au complet. Alors ici, on voit que Sirius, la ligne de Sirius va être en rouge et puis le soleil va être en yellow, en jaune. Donc, on va regarder ça à l'instant. Et c'est parti. Écoutez, là. Vous pouvez faire pause quand vous voulez pour lire les titres. OK, donc, attends, je vais reculer un peu. Oups. Non, on va le laisser aller. On les dit l'ange du lion, mais en fait, c'est l'ange de la Vierge. Donc, on voit ici, on voit l'orbite du Soleil qui traverse carrément l'épicycle de Sirius. Donc, les Égyptiens avaient fait ça, ils avaient calculé, en fait, et observé le cycle de Sirius. Donc, quand on est à un certain endroit, par exemple, dans l'ère du Poisson ou dans l'ère du Bélier, ici dans le bas, Pisces et Aries, donc Poisson et Bélier, on a une perspective, le Soleil a une perspective de Sirius où il n'y a pratiquement pas de précession des équinoxes. Donc, c'est ça que je voulais rectifier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système d'étoiles doubles parce que Sirius est déjà, Sirius A et Sirius B sont déjà dans un système d'étoiles doubles. Et puis, il faut comprendre que Sirius fait un épicycle puis qui donne l'impression que la précession des équinoxes s'arrête pour cette étoile-là. Ben, ce système double, Sirius A et Sirius B. Donc, j'espère que ça clarifie un peu le concept. Je pense que c'est ça. Fait que mon explication dans l'épisode, je ne sais pas c'est quel épisode là, exactement, mais c'est ça. C'était juste pour clarifier là, le fait que Sirius précède et ne précède pas selon la position où on se trouve. Puis ça nous ramène aussi, c'est étrange parce que Sirius est à 8 années-lumière, mais dépendamment des calculs puis des mesures, elle rentre jusqu'à l'intérieur de 1 année-lumière de distance de notre Soleil. Il faut savoir aussi que Sirius est 4 fois la grosseur de notre Soleil. Wow! Donc, bon,
On va rentrer dans le sujet directement. C'est sur la biologie de la terraformation. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des organismes biologiques qui sont arrivés sur Terre, possiblement de l'espace. Quel genre d'organisme? Il y a des organismes qui peuvent vivre sans oxygène. Hein? On l'a vu avec les tardigrades, on l'a vu avec... on le voit avec les champignons aussi, les spores. Les spores, ils peuvent vivre sans lumière, sans oxygène, et puis ils peuvent se nourrir seulement de radiation. Donc là, on va écouter un des plus grands scientifiques, puis un des plus grands génies, qui s'appelle Paul Stamets. Et puis, je pense qu'on a même les sous-titres. C'est une conférence TED qui s'intitule Six Ways Mushroom Can Save the World. Donc, 6 façons que les champignons peuvent sauver notre planète. Donc, je partage en ce moment. Et puis, là, je l'ai commencé à 5 minutes et quelques. Et puis, attends, il faut que je fasse plein écran. Quoi, c'est celle-là ici? Ouais. Comment les champignons peuvent sauver notre planète? Moi, je vous invite à regarder la conférence au complet avec les sous-titres, parce que sur TED, il y a les sous-titres en français. Donc, on va regarder ça ensemble. Oups. Most of you may not know that fungi were the first organisms to come to land. They came to land 1.3 billion years ago. 1.3 and plants milliards d'années. followed several hundred million years later. How is that possible? It's possible because the mycelium produces oxalic acids and many other acids and enzymes, pockmarking rock and grabbing calcium and other minerals and forming calcium oxalates, makes the rocks crumble, and the first step in the generation of soil. Oxalic acid is 2 carbon dioxide molecules joined together. So fungi and mycelium sequester carbon dioxide in the form of calcium oxalates, and all sorts of other oxalates are also sequestering carbon dioxide through the minerals that are being formed and taken out of the rock matrix. Bon, en gros, ce qu'il vient d'expliquer, c'est que l'acide oxalique, OK, on en trouve dans les petites fleurs, les petites plantes là, qui poussent puis qui ont des formes de cœur. Ils ont des petites feuilles vertes en forme de cœur, puis ils font des petites fleurs jaunes miniatures. Et puis, ça goûte la limonade. C'est de l'acide oxalique, en fait. L'acide oxalique, il y en a dans presque toutes les plantes. Il y en a dans les champignons aussi. Et puis, ils utilisent l'acide oxalique pour dissoudre le calcaire, c'est-à-dire tout ce qui... Parce que c'est un acide versus une base. Hein, parce que le calcaire, tout ce qui est calcium, c'est basique. Et puis, l'acide oxalique vient réagir avec ça. Et puis là, elle va défaire tranquillement la pierre, puis elle va le transformer en humus. Elle va le transformer en humus. Continuons. This was first discovered in 1859. There's a photograph by Franz Huber. This photograph was taken in the 1950s from Saudi Arabia. 420 million years ago, this organism existed. It was called Prototaxides. Prototaxides, laying down, was about 3 feet tall. The tallest plants on Earth at that time were less than 2 feet. Dr. Boyce at the University of Chicago published an article in the Journal of Geology this past year determining that Prototaxides was a giant fungus. Donc, quand on regarde, par exemple, la couverture de l'étoile mystérieuse de Tintin, hein, l'étoile mystérieuse de Tintin, on voit Tintin qui est là, puis il arrive dans un endroit où est-ce qu'il y a des champignons géants, là, on voit sur la couverture. Donc, Prototaxites, donc prototaxite,
C'était un champignon géant. Là, il faut penser aussi que de la mégafaune, par exemple, ou des dinosaures, ou n'importe quoi, sur une Terre plus petite, avec moins de gravité, comme j'ai expliqué dans un épisode précédent, on imagine que la Terre est plus petite, donc la gravité est moindre. Et puis, ce que ça fait, c'est que les êtres biologiques se développent avec du gigantisme. Avec du gigantisme. Parce que la gravité, en fait, on va appeler ça l'électrogravité, mais mettons. OK. Ça, je vais en venir à bout là, de ce sujet-là, mais ça sera dans l'examen en même temps. Donc, on parle de champignons géants. On va continuer. A giant mushroom. Across the landscapes of Earth were dotted these giant mushrooms all across most land masses. And these existed for tens of millions of years. Now, we've had several extinction events, and as we march forward, 65 million years ago, most of you know about it, we had an asteroid impact. The Earth was struck by an asteroid, a huge amount of debris was jettisoned into the atmosphere, sunlight was cut off, and fungi inherited the Earth. OK, je pense qu'on peut l'arrêter là. Il est très intéressant, je vous suggère d'aller voir TED, puis de chercher Paul Stamets, Six Ways Mushroom Can Save the World. Il faut comprendre que, justement, les champignons n'ont pas de chlorophylle, donc ils n'ont pas besoin de lumière pour survivre. Et puis, ils peuvent survivre avec des radiations. Il y a des expériences qui ont été faites en laboratoire aussi, où il y a des radiations de micro-ondes, des radiofréquences qui ont été émises à côté d'une pousse de champignons. Puis les champignons, ils poussent, ils se nourrissent d'électromagnétisme. Hein? Mais ils ne font pas de chlorophylle. Donc là, on va aller voir leurs cousins, en fait. Ben, c'est pas leurs cousins, c'est leurs descendants. C'est les descendants de la terraformation. Donc, finalement, les champignons ont terraformé la Terre. C'est eux autres qui ont créé l'humus sur la Terre. Et puis ensuite, les plantes sont arrivées. On va partager une autre petite vidéo. L'audio n'est pas excellent. C'est sur les lichens. C'est sur les lichens. Et puis, c'est ça. Elle a dit lichens, mais c'est des lichens. On va voir. On va voir qu'est-ce qu'elle a à dire. Alors. A lichen is two organisms functioning as a single stable unit. Lichens comprise of a fungus living in a symbiotic relationship with an algae or cyanobacterium. Donc, là, elle dit que les lichens sont des champignons qui se combinent avec une algue qui est un cyanobactère. Et puis que c'est une espèce de relation symbiotique entre les deux. Dans la conférence de Paul Stamets précédente, il explique aussi que tout le... Attendez. Attendez. Il explique en fait que tous les arbres... ils sont aussi nourris, ils ont un réseau mycélial en dessous de la forêt qui nourrit tous les arbres. Pourquoi? Parce que le mycélium, c'est comme un exogastéro, un exogastéro patente. C'est-à-dire que c'est un estomac, mais viré à l'envers. Donc, au lieu de digérer ce qui rentre à l'intérieur, comme nous, il digère par la peau. Il digère par la peau.
Et puis, ils transfèrent à travers le réseau, là, à travers le réseau de mycélium, ils vont distribuer des nutriments aux arbres. Donc, c'est eux qui nourrissent les racines des arbres. C'est pour ça qu'on utilise des mycorhizes quand on plante des arbres. Quoi d'autre à ajouter à propos des champignons avant qu'on continue sur les lichens? De dire que les champignons consomment de l'oxygène et puis rejettent du gaz carbonique. Donc, les champignons, au niveau biologique, sont plus proches de l'être humain que les plantes qui font l'inverse. Les plantes, par la photosynthèse, font l'inverse. Donc ça, c'est une stratégie de la nature entre le champignon puis le lichen qui va amener à la transition phytologique, c'est-à-dire là où la verdure va apparaître sur Terre. On est rendu à 16 minutes. On va continuer avec notre vidéo sur les lichens. Alors. Or both in some instances. There are about 20,000 species of lichens worldwide. Lichens have different properties from those of its component organisms. They come in many colors, size, and forms and are sometimes plant-like. But lichens are not plants. It is estimated that 6% of Earth's land surface is covered by lichens. Lichens can be seen as being relatively self-contained and miniature ecosystems. Why form a dual organism then? Fungi are incapable of photosynthesis because they lack the green pigment chlorophyll. So they have to seek outside sources of food. On the other hand, algae and cyanobacteria can conduct photosynthesis similar to plants. Donc, ils n'ont pas de photosynthèse, les champignons, parce qu'ils n'ont pas de chlorophylle. Et puis, les cyanobactéries puis les algues font de la photosynthèse. Mais ils en font énormément. En fait, pour capturer le gaz carbonique, là, la féria du réchauffement climatique, ça serait plus il y a d'algues et puis mieux. Des algues en haut fond, dans l'eau, ça serait la solution la plus efficace pour capturer le carbone. So when a fungus, which is the dominant partner in this relationship, associates with an alga or cyanobacterium to form lichen, it is providing itself with constant access to a source of nourishment. Cyanobacteria also provide fungi with the additional benefit of nitrogen fixation. The algae or cyanobacteria benefit by being protected from the environment, especially from damaging ultraviolet rays by the filaments of the fungi, which also gather moisture and nutrients from the environment and provide an anchor to it. OK, je pense que j'en ai assez. Je suis plus capable de l'entendre dire lichen. Lichen? 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 Des lichens, tabarnak. Lichen. Bon, OK, c'est pas grave, c'est de la prononciation, mais je pense qu'on a compris l'idée aussi c'est-à-dire qu'il y a un effort mutuel, c'est-à-dire les lichens qui ne sont pas des plantes vont quand même fixer l'azote et puis ils vont pouvoir nourrir les mycéliums d'azote pour leur nécessité, là, tu sais. Donc c'était ça. Il y a quelque chose que j'ai oublié de partager. J'ai pas d'image pour ça, mais les arbres. Moi, j'aime beaucoup regarder les arbres millénaires ou les arbres multicentenaires, mais il y en a qui sont carrément millénaires, là. Il y a un olivier à quelque part qui est genre un des plus vieux arbres au monde. Il y a la légende aussi d'Yggdrasil, qui est un frêne. Yggdrasil, qui est l'arbre qui connecte les différents mondes dans la mythologie nordique, dans la mythologie des Vikings. Et puis, il y a du gigantisme qui a existé, autant dans la biologie
végétale que dans la biologie animale. Ça sera probablement dans l'épisode 11. Alors, merci d'avoir été attentif. C'était encore une capsule de ça sera dans l'examen. Et comme ça, vous allez avoir une meilleure compréhension du monde dans lequel vous vivez. Et puis, c'est merveilleux, en fait. Il y a plein de choses magnifiques. Donc, merci à tous. Et puis, on se revoit lundi prochain pour l'épisode 11. Allez hop! Bon après-midi, bonne journée. Profitez du beau temps.